Donc, on va poursuivre avec donc Monsieur Pascal Dacheux, pardon, qui est également vice-président du Conseil régional, mais en charge du développement durable. Donc, vous allez non pas nous parler de la formation qui vient d'être abordée par Monsieur Cardon, mais bien de tout ce que le Conseil régional met en place par rapport au développement durable. J'ai notamment entendu parler d'un schéma régional d'aménagement durable du territoire. Donc, si vous nous en dites quelques mots, ça serait pas mal. Et puis, donc, même contrainte horaire, sachant que je serai, pareil, intraitable. Ok, merci. Alors, tout de suite, à propos du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, qui était un peu l'objet de votre question, j'ai envie de vous dire, bon, très vite, j'ai envie d'évacuer ça, parce que, bon, de mon point de vue, c'est évidemment un outil très intéressant, mais qui débouche pas directement sur des nouveaux métiers, ou en tous les cas, qui répond, à mon avis, pas à l'ambition de votre soirée. Donc, moi, j'ai envie de dire simplement que, de mon point de vue, un schéma de ce type, d'abord, ça ne doit surtout pas être un schéma, que l'époque est révolue des schémas. Quand on se fixe des objectifs à 2030, il faut forcément qu'on se donne des marges de souplesse quasi quotidienne pour capter l'essence du temps et puis s'adapter. Hein. On en est bien convaincu. Donc pour moi, c'est surtout un outil de gouvernance qui va nous permettre, au fil de l'eau, de faire partager des diagnostics et des objectifs et de mettre en commun des moyens pour atteindre des objectifs. Hein. Donc voilà. Après, comme je vous avais exprimé ces quelques réserves que j'avais pour exprimer SRAT et nouveaux métiers, je vous ai dit, mais par contre, c'est vous qui me l'avez dit d'ailleurs, vous pouvez dire un peu des choses comme ça pour interpeller la salle, pour les faire réagir. Bon, donc je me suis dit, oui, c'est plutôt ça, ça me plaît. Donc je vais vous dire que, tout simplement qu'un accident de la route crée beaucoup d'activités, donc beaucoup d'emplois. Parce que vous imaginez d'abord que c'est une voiture cassée, ce sont des personnels nombreux mobilisés, c'est aussi vraisemblablement un système hospitalier mis en œuvre, c'est de l'ingénierie financière pour les assurances, et puis c'est un tas d'infrastructures qui fonctionnent, des investissements lourds, etc. Donc on pourrait se dire, c'est merveilleux, il faudrait vraiment qu'on ait beaucoup d'accidents de la route, on va créer beaucoup d'emplois, et puis c'est super, c'est l'économie qu'il nous faut. Or, on se rend bien compte que ça ne va pas marcher comme ça, parce que, hélas, personne ne souhaite avoir d'accident de la route pour ses proches, pour soi-même, ou que sais-je encore. On a constaté, lorsque le pétrole a beaucoup augmenté il y a 1 an, que les gens ont réduit leur vitesse. Alors, c'était en partie lié aux mesures de prise au contrôle radar, mais c'était aussi, on l'a bien vu, directement corrélé au prix du pétrole à la pompe. Et les gens, ils ne sont pas idiots, ils voient bien que quand c'est cher, et qu'au lieu de rouler à 90, hein, vous voyez ce que je veux dire, bon, on habite dans une région rurale, souvent on est un peu au-dessus. Par contre, si on passe à 80, on consomme 10% de moins, et donc on fait un peu d'économie. Et quand on fait ces économies-là et qu'on roule moins vite, on fait moins d'accidents de voiture. Donc, moins d'accidents de voiture, c'est moins d'économies. Donc, j'ai quand même envie de vous mettre devant ces contradictions-là. Hein. On ne souhaite pas qu'il y ait d'accidents de voiture, et en même temps, quand il n'y en a pas, on détruit de l'économie. Et fondamentalement, c'est un problème. C'est d'autant plus un problème que quand on roule moins vite, on use moins de pneus, et qu'en Picardie, vous savez que la fabrication des pneus est quand même essentielle à notre économie. Alors tout ça, c'était un peu pour vous provoquer. J'ai un deuxième exemple de la même veine, ça je le pique à mon voisin de droite, c'est la pince à linge à la place du sèche-linge. Vous imaginez, je tends un fil entre 2 arbres, j'achète un petit paquet de pince à linge, et du coup, je n'achète plus de sèche-linge. Bon, je détruis de l'économie à fond. Pourtant, est-ce que mon objectif, c'est d'acheter un sèche-linge? Pas forcément, c'est d'avoir du linge sec. Hein, ça, c'est ce qui m'intéresse chez moi. Hein. Mais là, on revient à des problématiques d'urbanisme. Peut-être que si demain, on construit des maisons avec des lieux où on pourrait faire sécher le linge sans avoir besoin d'acheter un sèche-linge, c'est-à-dire une pièce ventilée ou je ne sais pas quoi, enfin, les architectes doivent avoir des idées sur ces sujets-là, ça pourrait être intéressant. Je vais vous citer un 3e exemple. Je vais avoir du mal à faire en 5 minutes. C'est une autre arme de destruction massive d'emplois que vous n'imaginez même pas, que peut-être certains d'entre vous pratiquent au quotidien, c'est le jardinage. Parce que vous imaginez qu'à chaque fois que vous jardinez, vous privez l'économie d'un tas de choses extraordinaires. L'industrie agroalimentaire, le déplacement, bon, comme vous produisez, mais bon, du coup, vous privez un producteur des produits de sa vente, hein, puisqu'il n'y a plus rien à vendre. C'est du déplacement en moins, donc encore une fois, c'est de l'infrastructure en moins, c'est du déchet en moins, parce que vous imaginez une boîte de conserve, il faut la fabriquer, il faut la remplir, une fois qu'elle est vide, il faut encore en faire quelque chose, la retransporter dans l'autre sens, et puis tout ça, ça nécessite des investissements faramineux, etc. Donc, il faudrait vraisemblablement aussi interdire les jardins pour privilégier une économie dynamique. Vous voyez à quel point tout cela est absurde. Donc, je vais vous donner l'autre face de mon exposé en quelques minutes. Et Dieu merci, il y a aussi des solutions de création
et d'innovation et d'emploi, et c'est celle-là qu'il faut explorer. D'abord, le cœur de nos sociétés s'est bâti sur l'énergie. L'énergie, bon marché et abondante. Bon, il est évident que l'énergie ne sera ni bon marché ni abondante pour nos enfants et qu'il faut dès aujourd'hui s'organiser. Et surtout, l'énergie a été très centralisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez dit Areva et Total, vous avez à peu près dit 95% du problème énergétique de la France. Si demain nous considérons que l'énergie est décentralisée, c'est-à-dire que nous mettons en œuvre, bien sûr, mais là je ne vais pas piquer le sujet à mon voisin de droite parce que c'est ça la dure hiérarchie des prises de parole, mais à chaque fois qu'on économise de l'énergie, qu'on ne consomme pas, à chaque fois qu'on utilise mieux cette énergie ou à chaque fois qu'on produit une énergie locale, eh bien on peut considérer qu'on crée de l'activité, cette fois locale. 2 minutes. Merci. Et qui va donc se traduire concrètement par des emplois. Je vais tout simplement vous parler, bon, je ne vais pas tout lui voler, donc je ne vais pas parler de ce qu'il connaît le mieux. Moi, je vais parler de ce que j'aime bien, c'est la forêt, le bois. Aujourd'hui, lorsqu'on crée des filières énergétiques autour de la valorisation du bois en forêt picarde ou en tous les cas de proche proximité, eh bien sûr, ce sont des métiers qui tournent autour de cela, ce sont des filières d'approvisionnement et avec des vertus multiples, puisque c'est de l'emploi local non délocalisable, c'est des circuits avec une valeur ajoutée qui reste sur le territoire, et puis c'est de l'effet de serre en moins, et puis peut-être même que c'est de la biodiversité en plus, si c'est fait dans de bonnes conditions. Donc voilà, un gros sujet porteur d'espoir en termes de métiers et d'activités. Un deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le cycle des produits et les produits que je qualifierais à cycle fermé. Aujourd'hui, classiquement, on achète des objets qu'on jette très très vite. On les jette pour différentes raisons. D'abord parce qu'ils sont peut-être d'une qualité médiocre. J'ai envie de dire, le plastique chinois, bon voilà, ça ne coûte rien, et puis d'ailleurs, on l'utilise 2 fois et on le jette. Donc aujourd'hui, on est un peu quand même autour de ça. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, les objets, et si on se donnait la chance de les réutiliser, hein. Mais alors l'objet, ça part depuis la bouteille, pas en plastique bien sûr, mais celle en verre. Vous savez, moi je ne suis pas super vieux, mais je me souviens encore de ma grand-mère qui mettait dans le cajot les bouteilles en verre, et puis on les ramassait, et puis elles étaient recyclées. On réutilisait donc les bouteilles, hein. Mais ça peut être les meubles aussi. Vous imaginez aujourd'hui ce qu'on fabrique comme meubles? Est-ce que dans un siècle, les meubles que nous fabriquons auront plus de valeur qu'ils n'en ont aujourd'hui? Je ne pense pas, hélas. Ils sont en formica, ils sont je ne sais pas quoi, enfin je ne connais pas bien les matériaux, mais vraisemblablement, ils vont faire plutôt du déchet que de la valeur. Par contre, imaginez Louis XIV, lui, quand il fabriquait des meubles, enfin pas lui personnellement, mais enfin tous les gens qui étaient autour de lui, et bien aujourd'hui, on se bat pour acheter les meubles qu'il a fabriqués. Donc la qualité intrinsèque du produit est à l'origine de son éventuelle réutilisation. Je parlerai aussi des maisons, hein. L'habitat traditionnel, j'ai plus qu'une 25 secondes, c'est ça? Donc l'habitat traditionnel, ancien, ne perd pas de sa valeur, parce qu'il a été conçu d'une certaine manière, avec des matériaux qui savent vieillir. Je vous dirais tout simplement, voilà, le matériau qui sait vieillir ou celui qui vieillit mal. Aujourd'hui, moi je vois bien les façades des immeubles assez récents, souvent il y a des coulures, parce que j'imagine qu'il y a des colles qui sont utilisées, qui résistent pas très bien aux intempéries, ou que sais-je, alors qu'il y a des habitats anciens, qui sont des habitats dans lesquels on aime se retrouver, et qui avec le temps, gagnent en valeur. Je parle direct des AMAP, je chante tout un parti, donc j'avais d'autres choses à vous dire, mais j'ai plus le temps. Je vous parlerai aussi donc de sujets novateurs, qui sont plus tellement des nouveaux métiers, mais qui sont une nouvelle manière d'organiser l'économie. Les AMAP, Association de maintien de l'agriculture paysanne, pour certains vous en avez entendu parler vraisemblablement, c'est tout simplement un contrat passé entre un producteur et des consommateurs. Et leur objet principal, c'est pas tant de dire est-ce que je suis compétitif à l'échelle mondiale, que de se dire qu'ils ont intérêt à se retrouver ensemble sur un territoire pour créer du sens, de l'emploi, de la qualité et puis du bien vivre ensemble. Et je pense que ça passe aussi par là l'émergence nécessaire d'une nouvelle économie qui débouchera sur des nouveaux métiers, mais on n'a pas besoin de réinventer l'eau chaude. Je pense que les métiers existent déjà. Il faut simplement, vraisemblablement, faire des adaptations, réorienter. Il y a aussi des nouveaux métiers. À chaque fois qu'on remplace une voiture par de la visioconférence, évidemment, ce n'est pas les mêmes métiers qui sont impactés et on ne fabrique plus des pneus, mais on fabrique de l'Internet ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, en rapide, ce que je voulais vous dire, mais chaque mot peut être décliné assez longuement. Mais je vous remercie.